Donc, l'objectif de ma présentation, c'est un petit peu de faire le tour sur les technologies de la cobotique, avec d'abord une partie généralité, puis ensuite j'essaierai de présenter deux technologies qui peuvent être mises en œuvre dans l'industrie. Ensuite, dans une troisième partie, quelles modifications ça va apporter au sein de l'entreprise, de l'industrie et de l'usine. Et puis, quatrième partie, je ferai un petit peu de publicité pour notre belle école Polytech Angers, et tout particulièrement pour la spécialité SAGI qui couvre pas mal des besoins en termes de compétences et de connaissances vis-à-vis de cette nouvelle révolution technologique. Alors tout d'abord, de l'industrie 3.0 à l'industrie 4.0, on peut voir un petit peu les grandes révolutions technologiques. Alors, bon, ces histoires de numérotation, c'est pas forcément très pertinent, mais disons que globalement, qu'est-ce qui est arrivé récemment? Ben, tout d'abord, on a eu les ordinateurs, ensuite, dans les années 90, Internet, avec la mise en connexion de pratiquement tous les ordinateurs de la planète. Et puis aujourd'hui, on apprend à vivre avec les robots. Donc je vais présenter principalement des choses qui concernent la robotique. Et puis je trouvais intéressant de mettre en avant un débat qui n'est pas forcément reconnu par tout le monde, mais qui consiste à dire que il y a deux grandes philosophies pour la suite de l'usine du futur. Il y a ceux qui veulent se séparer de l'humain, qui veulent tout automatiser, et puis il y a ceux qui veulent valoriser son utilité et son intégration réussie. Alors évidemment, ça peut être deux choses qui peuvent travailler en parallèle. En tout cas, je voulais mettre en opposition ces deux façons de voir. Et je trouvais que la cobotique, elle pouvait être un pivot central à la réussite du deuxième point, c'est-à-dire valoriser l'utilité et l'intégration d'un humain au sein de notre usine, de nos usines. Donc, une définition peut-être un peu formelle, là je fais mon enseignant. Donc, la cobotique, c'est le néologisme formé du terme collaboratif et robotique. L'idée, c'est d'avoir une interaction directe entre un robot et un humain lors de la réalisation d'une tâche. Donc, en résumé, on a un paradigme de fabrication hybride qui est assuré à la fois par un humain et par un robot. Donc, on a différents domaines d'application où la cobotique peut avoir lieu. Donc, pendant ma présentation, je vais principalement parler des robots manipulateurs, même si on peut, sur l'exemple en haut à droite, ici, voir des robots mobiles qu'on appelle AGV, qui peuvent aider à déplacer des objets à l'intérieur de nos entrepôts. Donc, différents domaines d'application, l'industrie de production ou de contrôle. On voit en haut à gauche une opératrice qui est en train d'intervenir sur un cobot sur une ligne de production. Euh, Aussi dans le domaine médical, avec des robots qui viennent assister les manipulations qui peuvent être effectuées par un chirurgien. Le domaine militaire aussi, principalement avec des exosquelettes pour porter des charges lourdes. Et puis on va aussi retrouver une industrie qui pousse beaucoup, c'est l'industrie de la communication, du jeu et du loisir. Alors, la cobotique, elle n'a pas du sens partout. J'ai essayé de repérer un peu des situations où la cobotique, elle a du sens. Alors, ce qui est important de bien percuter, c'est que la cobotique, elle a un intérêt lorsque l'opérateur humain, il est indispensable. Donc, il a plein de capacités, cet opérateur humain, mais il va être confronté à des tâches qui peuvent être difficiles, pénibles, répétitives et à très faible valeur ajoutée. Donc, dans toutes ces situations où on a un petit peu besoin de, de de ce mariage, de ce couple, la robotique, elle va avoir du sens. Donc d'un point de vue un petit peu théorique, j'ai fait l'état de l'art hein, de ce qui existe un peu et j'ai bien aimé cette présentation qui est d'une thèse présentée l'année dernière, soutenue l'année dernière, où on voit finalement que lorsque on a une tâche à effectuer, représentée en bas à gauche, eh bien on peut avoir l'opérateur qui va interagir, l'opérateur qui est en haut, qui va interagir avec le robot, on va appeler le cobo dans ce cas-là, et puis, on peut avoir des interactions. Donc, les interactions entre la tâche et l'opérateur, elles sont représentées par des boucles qui sont ici représentées en violet, alors que entre la tâche et le robot, ça va plutôt être représenté en vert. Évidemment, ces signaux, ce sont des signaux qui peuvent être captés par des capteurs ou bien des actions faites par le robot. L'opérateur, il fait un peu la même chose avec ses yeux, il regarde, avec ses oreilles, il entend, et puis avec ses mains, il manipule. Mais j'ai quand même voulu faire une différence entre les types de signaux parce qu'ils sont quand même beaucoup plus riches lorsque l'opérateur est en place. Donc on va avoir deux types de signaux, l'opérateur qui entend le robot par exemple, et puis évidemment il peut être capable de lire des signaux qui seront envoyés par une interface homme-machine par exemple sur le robot. Donc voilà un peu
dans les grandes lignes, comment fonctionne un système cobotique avec un opérateur, une tâche à effectuer et puis un robot qui vient l'assister. Et en fonction de la manière dont les canaux sont exploités, eh bien, on a différentes situations de robotique collaborative, de cobo. Donc, je vais revenir un peu sur ces quatre grandes familles. Il faut bien pas oublier que c'est pas parce qu'il y a une téléopération. Tout à l'heure, on voyait quelqu'un qui faisait une opération chirurgicale. À gauche, ici, le signal, il peut exister, mais je ne le représente pas dans la téléopération pour la simple et bonne raison qu'il est très peu exploité. Donc d'abord, la téléopération, ça va être la situation d'un chirurgien, par exemple, qui effectue une opération chirurgicale avec un robot. Principalement, l'opérateur, il va discuter avec le système robot qui lui-même va effectuer la tâche. Donc ça peut être aussi un exemple de téléopération, c'est tout ce qui va concerner la supervision des opérations réalisées par un robot sur Mars, par exemple. Là, on a un autre exemple, c'est la colocalisation collaborative. On a un robot qui va présenter une pièce dans différentes positions à un opérateur qui lui-même va réaliser des opérations. Donc les AGV rentrent aussi dans cette catégorie de cobotique. On a la co-manipulation. Donc là, c'est des choses qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en œuvre, puisqu'il faut vraiment qu'il y ait des signaux relativement forts qui existent du point de vue du robot entre l'opérateur et la tâche, et puis tout ça, ça se synchronise. Donc là, j'ai essayé de représenter une situation où on a un opérateur qui doit découper une pièce avec une meuleuse. Évidemment, c'est un objet qui est un outil qui est très lourd. Et c'est agréable pour augmenter sa précision, de savoir que l'outil, toute sa masse et son inertie est prise en charge par par le, par le Kobo. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il faut qu'il y ait une certaine sécurité. Il ne faut pas que le robot se mette à avoir des grands déplacements. OK. Dernier exemple, c'est tout ce qui va concerner les exosquelettes. Ici, on a un opérateur qui porte un exosquelette et qui va l'aider à déplacer des charges à travers un atelier avec moins d'efforts. Donc là, le robot ne communique pas directement avec la tâche, c'est vraiment l'opérateur qui fait l'intermédiaire sur cette représentation qui n'est qu'un modèle, encore une fois. Donc, grâce au Kobo, ce qu'on peut imaginer dans l'industrie du futur, qui est en train d'avoir lieu, c'est de sortir les robots des cages. Donc, jusqu'à récemment, les robots étaient conçus pour se substituer à l'opérateur ou agir dans des situations strictes. Et ce qu'on espère, ce qu'on envisage, c'est qu'on puisse avoir des opérateurs qui interagissent directement avec les robots sans que les robots soient dans une enceinte pour des raisons de sécurité principalement. Donc la première chose, comment est-ce qu'on a pu technologiquement arriver à cette solution où la sécurité est garantie? Principalement, l'idée c'est d'utiliser des capteurs de courant sur les moteurs, de sorte qu'on puisse mesurer les efforts qui sont appliqués par le robot, et quand l'effort est trop grand, en gros c'est d'un point de vue électronique, c'est un disjoncteur, on vient mesurer, voilà, il y a trop de courant, c'est que sans doute il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc le robot se met en sécurité d'une certaine manière. Donc à gauche, vous voyez une illustration de Stobli, et sur la droite, vous voyez une autre illustration avec un robot. Je ne vais pas passer la vidéo, vous pourrez utiliser les transparents pour retrouver les liens, mais si je veux la commenter, on avait le robot KUKA là, qui allait prendre ce tube et le brancher sur cette cavité, et puis il y avait un opérateur qui voulait faire une opération simultanément sur ce dispositif, et ce qui se passait, c'est que bah, voilà, il passait sa main devant, le robot détecte la présence de l'opérateur grâce à un capteur d'effort, et puis arrête sa manipulation et la reprend quand l'humain n'est plus là, quand l'opérateur n'est plus là. Deuxième évolution possible du fait d'avoir cette sécurité, c'est qu'on peut imaginer ne plus avoir la programmation d'un robot qui se fait comme ça se passait historiquement avec des outils de simulation, et un ingénieur faisait le travail de préparer toutes les tâches que devait faire le robot dans l'espace de travail, l'espace des configurations, avec des outils un peu lourds et beaucoup de compétences. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est un opérateur qui va apprendre en quelque sorte au robot en lui montrant un petit peu les trajectoires qu'il doit effectuer. Donc là, on a une solution proposée par Fanuc
où l'opératrice déplace le robot après avoir appuyé sur 2-3 boutons avec une interface pour lui dire, voilà, maintenant tu te mets en mode enregistrement, et puis une fois que ce bouton est appuyé, terminé, qu'on a fait la trajectoire, le robot peut répéter cette trajectoire. Alors on a ces algorithmes-là d'apprentissage qui se combinent bien avec les algorithmes d'apprentissage d'intelligence artificielle, où on peut proposer plusieurs fois d'apprendre la trajectoire au robot, et le robot garde finalement les choses qui sont importantes pour la trajectoire, qui ne serait pas forcément la plus optimale, celle qui a été apprise. Donc ça va s'adapter rapidement à de nombreuses tâches, ça va être indépendant de la plateforme du robot, donc là on va gagner en efficacité. L'approche, elle est intuitive et rapide, l'approche de programmation, et puis on peut affiner continuellement les performances avec la répétition des démonstrations si on n'est pas satisfait du travail du robot. Donc peut-être ce transparent, c'est le plus important. Enfin, moi, quand j'ai préparé cette présentation, c'était celui que je trouvais le plus intéressant pour montrer un petit peu l'intérêt de la cobotique vis-à-vis de la robotique ou même des systèmes automatisés spécialisés machine-outil. Ici, comment est-ce que je les lis? Sur l'axe horizontal, on retrouve le volume de production annuel. Alors, c'est des grandeurs, hein, c'est discutable, on peut passer des heures là-dessus, mais c'est des ordres d'idées, elles sont là. On a ici le volume de production annuel avec une échelle logarithmique. Donc, plus vous allez vers la droite, plus vous fabriquez de volume, plus vous fabriquez de pièces par an, pardon. Et puis verticalement, on a le coût par unité produite. Donc, quelle que soit la situation, si tout est fait manuellement, en fait, il n'y a pas de passage au volume. Par contre, si vous commencez à produire énormément de pièces, ça devient relativement tardivement vis-à-vis des investissements de produire ces pièces avec des machines-outils. Plus tôt dans le nombre de pièces fabriquées, vous pouvez utiliser de l'impôt. Et puis encore plus tôt, grâce à la cobotique, vous pouvez très rapidement réduire les coûts de vos pièces produites. Et avec le souci qu'on a que quand on passe à la très grande production, ça redevient intéressant d'avoir des robots et des machines spécialisées. Donc la cobotique ne va pas tuer la robotique, ni même les systèmes automatisés entièrement. Mais je trouvais intéressant ce transparent qui permettrait d'illustrer la place de la cobotique et quand est-ce que ça peut avoir un intérêt. Donc d'un point de vue modification économique, je fais attention à l'heure, d'un point de vue modification économique, on va avoir une évolution vers plutôt de la petite production, de la personnalisation de fabrication de produits pour répondre à différents clients, de la flexibilité dans la fabrication, et puis on peut espérer une augmentation de la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Pour les employés, les personnels, plus de sécurité, moins de pénibilité, et puis on peut aussi limiter les expositions aux environnements dangereux dans le cas où tout ça, c'est bien pensé. Donc pour ce qui est de la flexibilité, on peut imaginer ce rapprochement entre les blouses blanches et les blouses bleues que j'illustre à travers ce petit dessin. D'un point de vue éthique, et puis on a aussi plein de questions qui se passent autour de la responsabilité en cas d'accident. C'est vrai que d'avoir un système hybride qui fabrique quelque chose, même si la sécurité, on peut espérer qu'elle soit là, en cas de souci, il y a encore plein de questions qui existent d'un point de vue éthique et juridique. Je voulais aussi mettre en avant, à travers ce début de conclusion, des soucis qui ont été repérés d'un point de vue attachement de l'opérateur au cobo. Donc ça, c'est des soucis un peu psychologiques qui au tout début étaient un peu négligés, mais qui apparaissent. Il peut y avoir un attachement entre les deux, donc, surtout du point de vue humain vers le cobo. Et puis, il y a aussi des soucis qui peuvent apparaître en termes d'exploitation des données, la compatibilité de l'intelligence artificielle avec des principes réglementaires de protection des données. C'est vrai que quand c'est un opérateur qui apprend à un cobo différentes trajectoires et que plus tard c'est un autre opérateur qui le fait, finalement on enregistre un petit peu et puis on peut très facilement exploiter ces données et se rendre compte que peut-être un opérateur a mieux appris au robot qu'un autre opérateur et donc se pose la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on va exploiter ces données. Voilà, c'est toujours cette frontière entre la compétitivité et puis le respect de la vie privée. Donc, peut-être un système cobotique réussi,
de l'expertise et des capacités cognitives des opérateurs avec les atouts des robots. C'est vraiment ce mariage qui est important. Moi, l'expérience que j'ai, c'est que typiquement, quand il y a une machine qui commence à fonctionner un petit peu bizarrement, peut-être elle émet un bruit bizarre, l'opérateur, il entend une fréquence qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, il se dit, oh là, il se passe quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, un robot, peu importe, si ça fait un bruit bizarre, il ne va pas du tout réagir. Donc c'est vraiment cette expertise et ces capacités cognitives des opérateurs qu'il ne faut surtout pas négliger, qui peuvent vraiment apporter beaucoup à nos usines. En conclusion, d'un point de vue de la spécialité dans laquelle j'interviens maintenant depuis un an, à Polytech Angers, la Polytech Sagis, système automatisé et génie industriel, ici parcouru un certain nombre d'enseignements qui sont proposés à nos étudiants lors de leur cycle ingénieur de Bac+3 à Bac+5 avec la robotique industrielle, la robotique mobile, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de besoins de systèmes autonomes au sein de nos industries de déplacement, robotique mobile. On a des enseignements autour de l'optimisation et de l'ordonnancement. Je n'ai pas parlé ici de tout ce qui va concerner le développement informatique et puis surtout tout ce qui va interconnecter ces équipements, que ce soit des équipements informatiques ou industriels, avec les réseaux et les problématiques de cybersécurité qui apparaissent. On a des enseignements autour de l'intelligence artificielle et l'avant-dernier point aussi, il ne faut pas négliger, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de nouvelles technologies, mais ces nouvelles technologies, elles s'appuient sur des technologies existantes depuis maintenant plus de 10 ans, comme l'électricité, les capteurs, il ne faut pas non plus le négliger dans l'enseignement, donc à travers la cyberphysique. Et on a aussi une spécialité, une option dans notre spécialité, réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc je vous remercie pour votre attention. Je finis mes transparents avec une petite image qui se veut être le premier cobo industriel introduit chez General Motors en 1998, où on aidait l'opérateur à porter les portières pour la fixation de ces portières sur les véhicules aux États-Unis. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nicolas. Nous avons deux questions rapides. Alors, il y avait une question sur la référence de thèse dont vous parliez tout à l'heure, tout au début de votre présentation. Oui. Si vous pouvez l'écrire dans le chat pour répondre à la personne. Oui, donc voilà. C'est David Bitonneau. Je vais le faire tout de suite. Voilà, super. Et puis, on a une deuxième question qui est liée donc, au coût. Vous parliez tout à l'heure du coût de la cobotique pour amortir les coûts, notamment des grands volumes de production. Ça s'adresse peut-être plus à une grande entreprise ou les PME sont aussi concernés par ces amortissements de coûts? Alors ça, c'est une très bonne question et je pense que Nicolas, il est plus à même que moi pour y répondre, donc je préfère le laisser parler. Oui, Nicolas, si tu veux, je peux répondre. En fait, à comparer en fait le coût moyen d'une installation cobotique et le coût moyen d'une installation en fait robotique, on va être à peu près sur les mêmes coûts. Pardon, Nicolas, est-ce Oui. que vous pouvez activer votre caméra pour qu'on puisse vous voir? D'accord, ok, pas de souci. Merci. Je l'ai activé. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, c'est bon, Oui. merci. On va être à peu près sur le même coût. En fait, ça dépend vraiment de l'application. Qu'est-ce que vous en faites de la robotique collaborative, du cobo? On est plutôt sur de la petite et moyenne série, plutôt de l'aide à la personne. Donc, on va forcément être sur des installations moins coûteuses qu'une installation 100% automatisée qui va répondre à de la grande série avec beaucoup de moyens, vision, etc., logiciels. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ce que vous en faites, du type d'application. Et l'application cobotique ne va pas remplacer. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cobo ne remplace pas le robot en tant que tel, mais c'est vraiment, on va utiliser le cobo sur des applications qu'on n'avait pas l'habitude d'automatiser, robotiser, et c'est là où on va avoir plutôt un gain de productivité, un gain en main d'œuvre, etc. Donc
Donc la question, elle peut être un peu complexe, ça peut être un peu difficile à répondre. Moi, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de l'application et en fonction de ce qu'on a besoin d'automatiser, robotiser. Voilà, est-ce que ça a pu répondre à votre question? Merci Nicolas. C'est Madame Léna Marillet, donc on la laissera répondre dans le chat si elle le souhaite. Très bien. Oui, très bien, merci. Nous avons une autre question sur la formation des opérateurs. Alors peut-être que c'est quelque chose dont vous vouliez parler dans votre présentation. On va peut-être enchaîner sur votre présentation. Alors, ou pas du tout. Forcément parler spécifiquement. Ce qui est important, oui, c'est d'intégrer, on l'a dit dans les présentations précédentes, hein, dans la démarche d'intégration du robot collaboratif, hein, l'humain reste important dans l'application, donc forcément, il faut l'intégrer le plus possible et le former à cette nouvelle technologie. Il y a une part importante de formation, on va dire, à l'intégration de cette technologie et une part importante de formation à l'utilisation. Donc nous, dans notre démarche, on fait beaucoup de formation à l'intégration parce qu'il y a une démarche de sécurité qui est très importante à intégrer lors de l'intégration de ces moyens parce qu'on l'a dit dans les présentations précédentes, hein, on a de l'interaction avec ce robot. En termes de sécurité, il faut être vigilant sur l'analyse de risque, sur les moyens mis en face pour la réduction des risques, etc. Et forcément, à l'utilisation, on interagit avec ce moyen. Il faut former les futurs collaborateurs à l'utilisation de ce moyen-là. Il peut y avoir des réticences aussi, des mauvaises représentations, des représentations négatives de la robotique. Donc on peut avoir des craintes, donc il faut absolument intégrer le plus possible les futurs opérateurs à l'utilisation de ce moyen, les former aussi le plus possible pour que ces freins psychologiques négatifs soient transformés en freins, non plus en freins, mais en représentation positive, et qu'ils puissent l'utiliser au mieux et qu'ils comprennent que le moyen robotisé, cobotisé n'est qu'un outil parmi d'autres pour les assister, les aider le plus possible dans la tâche quotidienne qu'ils ont à effectuer dans la production. Donc il faut forcément accentuer cette formation, forcément accentuer parce que l'outil c'est un outil que l'on porte ou que l'on utilise à côté de soi. Merci beaucoup. Je laisse commencer votre présentation. On a un quart d'heure. Oui, ce que je vais faire, elle ne va pas forcément durer un quart d'heure parce que je me suis adapté aussi un peu à la présentation de Nicolas. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire quelques compléments et je pense qu'il est intéressant aussi qu'on puisse échanger si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à les poser pour qu'on prenne le temps vraiment de 10 minutes pour répondre à ces questions. Donc n'hésitez pas hein, dans le chat à poser vos questions au fur et à mesure. Et puis on fera des interventions ponctuelles pour les poser en même temps que l'intervention de Nicolas Pouclet. Alors je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. Très bien. Donc juste, je vais repartir de... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, la robotique collaborative n'est qu'une conséquence à une tendance du marché, on l'a dit, qui a évolué hein, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Et surtout, la cobotique est arrivée parce qu'on a une demande des entreprises qui est différente par rapport à une production de masse qu'on avait il y a quelques dizaines d'années. La demande des entreprises, c'est la première demande, hein, c'est de rendre des postes plus attractifs, utiliser les dernières technologies disponibles, augmenter le taux d'automatisation et diminuer les contraintes du travail, on l'a dit hein, précédemment, du travail manuel. Des durées de vie produits de plus en plus courtes. Donc ça c'est une notion aussi. On n'est plus sur de la grande série avec des durées de vie produits très longues. On reste sur
des durées de vie plus courtes, qui demandent une production flexible et personnalisable. On a aussi un besoin d'entreprise, hein, de l'augmentation de la productivité, amélioration de la qualité des produits fabriqués, etc. Donc l'ensemble de ces besoins d'entreprise ont fait évoluer les applications d'automatisation robotique. Et on a vu, pour répondre à ces besoins, l'apparition de start-up, hein, d'entreprises, de fournisseurs de techno, des start-up qui sont arrivés, qui ont proposé une approche différente de la robotique. Donc notamment la première start-up qui est apparue, hein, il y a une quinzaine d'années, hein, c'est la start-up Universal Robot, qui est arrivée avec une gamme de produits, une gamme de robots dits collaboratifs. Et en fait, depuis l'arrivée de cette start-up, on a eu une multitude de technologies, notamment des acteurs historiques en robotique qui se sont mis à la robotique collaborative. Mais c'est vraiment à l'origine des acteurs des startups, hein, qui ont décidé, qui ont voulu répondre à ces besoins et proposer une gamme de produits différente que la robotique. Donc je l'ai dit, et on l'a dit, Nicolas l'a bien dit aussi, la cobotique ne remplace pas la robotique classique. La robotique classique, répond encore à des besoins d'industriels, à des besoins d'industrie 4.0. Et on le voit très bien sur le graphe. On a quand même une part très importante de robots traditionnels, où les chiffres en 2019 montraient bien qu'on avait plus de 355 000 robots vendus dans le monde, et une part qui augmente de plus en plus en fonction des années, mais qui reste très modeste, hein, par rapport à la robotique classique, aux robots classiques. On a à peu près 18 000 robots, 18 000 cobots intégrés dans le monde, donc ça augmente, mais ça reste un peu à la marge par rapport à la robotique classique. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est en fonction des technos, c'est des applications aussi qui sont matures, et d'autres applications plus émergentes. Donc là, sur le graphe, on voit bien en fait différents technos. Des îlots robotisés standards où on avait peu d'interactions croissantes entre l'opérateur et le robot, des îlots robotisés plutôt collaboratifs. Alors un îlot robotisé collaboratif, c'est quoi? C'est un robot classique avec l'ajout d'équipements de sécurité qui va le rendre collaboratif. Le bras collaboratif, là, on a une interaction encore plus croissante avec l'opérateur. Donc, on l'a vu dans la présentation de Nicolas aussi. Là, on voit un opérateur qui est assisté par un bras d'assistance qui va porter un outil. Là, dans cet exemple, c'est un outil de meulage qui permet en fait de l'aider au port de charge. On a toujours l'opérateur qui est là, qui va diriger l'outil. Le robot collaboratif. Donc là, on est une interaction totalement ouverte avec le robot, une zone de travail totalement ouverte, où on va voir le robot collaboratif qui va être intégré sur un poste. Donc dans l'exemple que l'on voit, c'est un poste de chargement, déchargement de machine-outil. Et puis des applications plus émergentes, hein, l'exosquelette ou le robot mobile. Donc on reste encore sur des applications émergentes, on cherche encore les endroits où on peut intégrer ces technologies. On est sur du matériel moins mature, encore en phase de recherche et de développement. Et surtout, on recherche encore les endroits où on peut intégrer ces matériels. Et donc on voit bien que le robot collaboratif c'est une jonction entre les deux applications matures et émergentes. On est encore sur des phases, on recherche encore sur certains postes sur certaines lignes de production, où est-ce qu'on peut intégrer ce matériel-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est une place de choix entre deux façons de produire, une production plutôt manuelle, une production 100% automatisée. Donc je passerai rapidement sur cette slide parce qu'on l'a quand même beaucoup dit. On est vraiment sur
sur un mixte entre la diversité des pièces, la flexibilité, la taille des lots et la productivité. On est un mixte, les applications collaboratives, c'est vraiment un mixte entre ces quatre enjeux. Voilà, je le place rapidement, on l'a présenté déjà. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce qu'il faut bien définir avant de se dire il faut mettre un robot collaboratif dans ces ateliers de production. Donc Nicolas, tu l'as bien présenté. Il faut vraiment bien définir ce qu'on a besoin d'en faire, ce qu'on a besoin comme collaboration, comme synchronisation, coopération, collaboration, coexistence. Donc il faut bien définir ce besoin-là par rapport à une problématique avant de se dire, avant de se lancer dans le choix, dans l'orientation tout de suite vers un robot collaboratif. Donc on part totalement à gauche sur ce graphe. Là, on voit une cellule robotisée classique, une caractérisation traditionnelle. L'espace de travail, c'est donc l'arc de cercle vert. Donc, on voit très bien qu'il n'y a aucun espace de travail, il n'y a aucun lien entre l'espace de travail de l'opérateur et du robot. Chacun travaille dans son coin. On n'a aucune jonction entre les deux espaces de travail. Donc là, c'est plutôt une cellule robotisée classique. On va utiliser un robot plutôt classique avec des barrières de sécurité totalement classiques. Chacun travaille dans son coin et voilà. Là où on va parler de collaboration, c'est les 4 modes de travail que l'on voit à droite, qui sont entourés en jaune. Un premier mode qu'on appelle la coexistence. Donc là, on n'a plus de caractérisation. On voit le robot avec sa zone de travail en vert, l'opérateur avec sa zone de travail en jaune. Chacun travaille sur une pièce. On voit bien que les deux zones de travail ne se partagent pas. Donc c'est ce qu'on appelle de la coexistence. Donc on peut très bien avoir un robot classique avec des systèmes de sécurité ouverts. On a cité quelques exemples tout à l'heure de barrières immatérielles ou de scrutateurs laser qui peuvent scruter les zones de travail pour vérifier que l'opérateur ne rentre pas dans la zone de travail du robot. Donc, c'est ce qu'on appelle de la coexistence. Donc, c'est ce qui, en fonction de ce qu'on a besoin de faire, qui va orienter vers le choix technique. Le deuxième mode de collaboration qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle de la synchronisation, où on voit à ce moment-là, au moment de la synchronisation, en fait, on va venir partager à un moment donné la zone de travail entre le robot et l'opérateur, mais pas en simultané. C'est-à-dire qu'on voit bien que le robot est en repli à un moment donné où l'opérateur va venir déposer une pièce sur un outil, sur un outillage, etc. Et à ce moment-là, une fois qu'il a déposé cette pièce, ou fait une action sur cette pièce-là, il va sortir de la zone de travail du robot et le robot va retourner dans sa zone de travail. Donc, on partage à un moment donné cet espace de travail, mais pas en simultané. Donc, c'est ce qu'on appelle de la synchronisation. Là, on va partir aussi plutôt sur des solutions assez classiques en robotique, sans forcément rajouter des accessoires supplémentaires en termes de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va rester plutôt sur des accessoires type barrière immatérielle ou scrutateur laser pour répondre à cette problématique de synchronisation. Après, les deux dernières façons de collaborer avec le robot, c'est ce qu'on appelle la coopération et de la collaboration pure et dure, où là, on va partager un espace de travail et cette fois-ci en simultané. Mais la coopération, l'espace de travail est en simultané, mais pas forcément sur la même pièce. Donc le robot va avoir son espace de travail et son action dans une zone définie, qui peut être la même zone que l'opérateur. Et l'opérateur, lui, va faire une action sur une autre pièce dans la même zone de travail, mais c'est ce qu'on appelle de la coopération, donc pas forcément sur la même pièce. Et la dernière façon de collaborer, cette fois-ci, on est vraiment sur la même pièce,
Et on est sur un travail simultané exactement sur la même pièce. On n'a qu'une seule pièce. Le robot fait une action sur cette pièce et l'opérateur fait une action sur la même pièce. Donc, les deux dernières façons de collaborer avec le robot, c'est à ce moment-là vraiment qu'on va plutôt utiliser de la robotique collaborative, hein, type Universal Robot ou autre, en ajoutant en plus des accessoires supplémentaires en termes de sécurité pour vérifier les efforts, la présence ou pas de l'opérateur, les efforts sur le robot, etc. Donc les deux dernières façons de collaborer, c'est ce qu'on appelle vraiment des applications collaboratives, hein, où on va utiliser des robots plutôt collaboratifs. Donc ça, je le passe très rarement. Vous me dites hein, si par rapport au temps, il nous reste à peu près combien de temps? Là, il est 30 jusqu'à 35. 35? Ok. Euh, au niveau état de l'art, hein, on voit quand même il y a toute une multitude d'acteurs hein, très importants en robotique collaborative. On en a vu tout à l'heure dans les vidéos, les photos, hein, des acteurs très importants comme Fanuc, Yaskawa, Kuka, qui sont des acteurs historiques en robot plutôt classique, qui se sont mis à la robotique collaborative depuis quelques années. Avant, ils sont arrivés après des gens comme Universal Robot. On voit des acteurs aussi nouveaux en robotique collaborative comme Omron ou Douzan, hein, qui sont des nouveaux arrivants en robotique collaborative qui proposent des gammes assez variées. Et puis, de plus en plus, on voit apparaître des acteurs asiatiques, chinois, arriver sur le marché, on va dire, européen et français, avec une gamme de robots, on le voit au milieu, des acteurs comme Obo, avec une gamme de robots très importante. Ils ont un peu plus de 5 références de robots. Donc on voit en fait l'ensemble de ces robots. On est plutôt sur des robots de taille petite, des robots qui peuvent porter entre 5 et 10, 15, 20 kilos max. Pourquoi? Parce que on l'a vu dans les exemples de collaboration, on est plutôt sur des robots qui peuvent porter des charges faibles, parce qu'il y a une problématique de sécurité aussi qui est importante. Donc forcément, on va avoir des robots qui vont porter des charges assez faibles, qui ont des rayons d'action aussi entre 500 mm et 1 mètre, 1 mètre 300 pour certains robots. Donc on est quand même sur des gammes qui peuvent se ressembler entre Universal Robot, Omron et Douzan. On voit aussi des robots en fonction de ce qu'on a besoin de faire, des robots de 2 bras, comme des robots de la marque Kawasaki ou Yumi de chez ABB. Là, on est plutôt sur des applications pick and place, dans le domaine de l'électronique, pose de composants exotiques, pose de composants traversants, ou dans des applications plutôt oui, assemblage de petits éléments, ces technos-là. Alors que les autres robots de charge entre 10 et 20 kg, on va plutôt les utiliser pour des applications de palettisation ou de mise en carton ou de mise en boîte dans tout domaine, hein, que ce soit la métallurgie ou l'agroalimentaire ou dans le domaine de l'électronique aussi. Donc on le voit, une gamme assez variée. J'ai mis un petit lien sur ma slide, je vous invite à aller voir, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle Cobotic Worlds, qui montre l'ensemble des gammes en robotique collaborative, des acteurs historiques et des acteurs, on va dire, émergents. Donc je vous mettrai le lien dans les slides ou alors sur la plateforme d'échange.
et il y a une gamme aussi très importante d'accessoires, hein, parce que le robot peut être collaboratif, mais tout dépend de ce qu'on met au bout, de l'application sur lesquelles on l'intègre. Il y a une gamme aussi très importante d'accessoires, de préhenseurs collaboratifs. Donc là, je vous montre des accessoires dits collaboratifs, donc des pinces collaboratives, des capteurs d'effort, etc., euh, des, des, des ventouses aussi, différents accessoires qui peuvent être utilisés pour des applications de pick and place, de mise en boîte, etc., de préhension. Donc on peut avoir des gammes assez variées aussi d'outils en fonction des applications que vous allez utiliser. Merci beaucoup, Nicolas Poulet. Je vais mettre le lien que vous avez mis dans votre PPT. D'accord. Hop, directement dans la conversation. On va terminer. Il y avait deux questions. Une question relative à l'analyse des risques. Oui. Est-ce que vous recommandez une analyse de risque systématique en avant-projet? Et quelles sont les autres analyses que vous recommandez? Alors, il est intéressant de la mener en avant-projet sur les phases de prototypage. Nous, systématiquement, quand on accompagne une entreprise dans l'intégration d'un moyen sur une application collaborative, dès la phase d'avant-projet, on fait une analyse de risque pour vérifier si la robotique collaborative est une solution à une problématique. On fait intervenir, on travaille beaucoup en collaboration avec des gens de la PAV notamment qui nous assistent sur cette partie analyse de risque. Et moi, j'invite les industriels à mener cette phase d'analyse de risque au moment de l'avant-projet. Alors, ce ne sera pas une analyse de risque complète en fonction elle sera forcément à mener dans la phase projet finale, mais ça permet en avant-projet d'orienter la solution technique hein, avant de faire son choix. Donc, je vous invite franchement à la mener avant. Elle peut être plus simple qu'une analyse à faire dans les phases de projet, mais il faut la mener en avant-projet forcément. Merci. Et puis une dernière question. Alors tout à l'heure, on a parlé de la formation. Oui. Là, il y a une question plus sur le format des formations. Est-ce qu'il faut plutôt faire des formations en ligne ou hors ligne sur la partie formation avec les cobots? Alors, il y a dans la question, il y a la formation technique. Ce qui est bien, c'est quand même de lier la partie théorie avec la partie pratique. Parce qu'en ligne, on fait beaucoup de théorie, on fait pas forcément beaucoup de pratique. Nous, toutes les formations que l'on mène chez nous, on fait une partie 50% théorique et 50% pratique, parce qu'il est intéressant d'appréhender cet outil-là de façon pratique. Même la partie sécurité, analyse de risque, on fait les deux. On fait de la théorie et de la pratique parce que quand on forme à l'analyse de risque, rien de tel que de se former sur un cas pratique pour bien comprendre la démarche. Donc, je vous invite forcément à faire les deux, de la pratique et de la théorie. Alors, c'est un peu compliqué en ce moment, mais vous pouvez très bien initier une première formation en théorie et puis dans un second temps, faire de la pratique pour mettre en œuvre ce que vous avez vu en théorie. Merci à tous les deux pour cette conférence sur la cobotique.